Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind the Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche, comme tous les dimanches, nous sommes ensemble avec vous pour décortiquer les événements les plus importants qui ont eu lieu en bourse, dans l'économie, sur les marchés financiers. Aujourd'hui, le programme est riche, est très riche parce que je vais vous raconter plein de choses. Je vais faire l'analyse des statistiques qui ont été publiées cette semaine. On va parler beaucoup de l'inflation, de la politique de la Fed, son fameux sujet qui circule dans tous les médias économiques. On ne va pas les passer à côté. Et je vais également vous présenter ma stratégie. En fait, ce que moi maintenant je vais faire, j'ai pris quelques décisions sur mon portefeuille personnel et l'ensemble des portefeuilles ouverts que je présente dans le cadre du projet Mind the Cash Premium, dont je vous invite à rejoindre. Toutes les informations sont à la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas, et moi je n'ai pas oublié, que c'est une semaine de PEA. Donc du coup, cette vidéo va avoir une partie qui est consacrée au portefeuille PEA. Mais avant de commencer, mes amis, s'il vous plaît, maintenant, mettez un like, c'est super important pour que nos vidéos explosent, pour que notre communauté grandisse. Je vois que la communauté Telegram grandit. Si vous n'êtes pas encore dedans, si vous ne faites pas encore partie de ma chaîne Telegram, rejoignez parce que je publie bien plus d'informations. Si vous voulez suivre le projet Mind the Cash, il faut suivre le Telegram. Évidemment, ça c'est gratuit. Vous pouvez le faire quand vous voulez, sans aucun effort. Donc, on va commencer, mes amis, aujourd'hui au programme. Comme d'habitude, l'analyse technique. Bon, ça va être plus rapide que les semaines précédentes. L'analyse fondamentale macro. Donc, on va parler évidemment de la Fed, des statistiques. Il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Et la deuxième partie de la vidéo, ça sera le PEA. Et entre autres, quelque part, je vais vous parler de ma stratégie comme je vous ai promis. Allez, c'est parti, mes amis. Attendez s'il vous plaît juste un petit instant parce que j'ai oublié de vous dire dans l'introduction que pour ceux qui sont intéressés par les options et ceux qui veulent rejoindre mon club Option Invest, que je vais augmenter les prix la semaine prochaine. Il y a eu de nouveaux contenus, il y aura encore d'autres contenus que je vais publier et je vais porter, bon j'espère d'ici un mois à peu près, je vais porter le club sur le site mindthecash.fr. Si vous voulez profiter des prix actuels, c'est le moment. Donc voilà, vous voyez, je suis pas un bon commercial, donc sinon je devrais faire une mauvaise surprise, mais je ne le fais pas. Donc ceux qui veulent rejoindre toujours le club Option Invest, le temps qu'il est encore sur Facebook, malheureusement, parce qu'apparemment pour beaucoup de personnes c'est un problème, c'est le moment de le faire. Voilà, maintenant on va parler de S&P 500 et quelqu'un sur Telegram, d'ailleurs un de mes chers amis sur ma chaîne Telegram m'avait prévenu que apparemment l'indice S&P 500 retourne dans mon modèle correctionnel que j'avais utilisé depuis mars 2022. Donc c'est bientôt un an que j'utilisais ce modèle et pour moi on l'a déjà cassé il y a 15 jours à peu près. Et maintenant, je commençais à investiguer quels sont les différents scénarios qu'on peut vivre dans ce nouveau monde. Parce que c'est vrai que j'ai du mal un petit peu à comprendre le comportement des marchés, surtout par rapport aux statistiques qui sont publiées. Mais bon, la décorrélation des marchés, des tendances et des fondamentaux, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas la dernière fois qu'on va l'observer. C'est presque normal en fait. Bon, c'est pas normal dans le sens logique du terme, mais en pratique, ça arrive assez souvent. Donc du coup, pour moi, c'est pas du tout une surprise. Et en plus, comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne attentivement, vous savez parfaitement que je restais long avec un portefeuille qui est exposé très fortement sur les actions américaines. Donc du coup, cette année, le début de l'année 2023, pour moi, elle était très bénéfique. Mon portefeuille, il a subi une hausse très convaincante. Même si ma vision elle était bearish. D'ailleurs, je vais peut-être profiter de l'analyse technique pour parler de la psychologie d'investissement, la psychologie d'un trader, comment on arrive à gagner de l'argent même si on a globalement tort. Parce que si vous vous souvenez que j'étais vachement attentif et méfiant au début de cette année, je disais que quand même je doute que cette inflation va ralentir aussi vite que les marchés s'attendent, je doute qu'il y aura le pivot, etc. Ça c'était vraiment mon discours de ces 3 derniers mois.
Et donc ça, c'est confirmé, mais pourtant, on voit que les marchés ont beaucoup monté. Et donc, il faut quand même toujours prendre l'habitude de se remettre en cause. C'est ce que moi, je dis toujours à moi-même, dans ma tête, donc je suis un peu psychopathe, je parle à moi-même, mais c'est vrai parce que je dis que... Et si j'ai tort en fait, ok, j'ai ces arguments-là, je pense que ça va être comme ça, mais pourquoi ça va être comme ça? Peut-être les marchés vont s'en fichent complètement de la situation fondamentale, comme on voit dans les faits aujourd'hui, et va continuer à monter. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi une stratégie qui dit que, voilà, moi je vais rester long le temps qu'il y a un signal baissier. Il n'y avait pas de signal baissier, mon portefeuille continue à monter, malgré que j'étais vraiment avec les grands yeux ouverts, regardez, qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi elle monte? Vous voyez, mais je m'en fous, parce que mon portefeuille continue à monter, même si je ne comprends pas les raisons, tant pis, peut-être le marché il est toujours plus intelligent que moi. Et maintenant, nous arrivons au stade où justement que je commence à être, ma méfiance à dépasser un certain niveau, et je commence à être prêt de parier mon argent sur le fait que le marché ne pourra plus aller loin parce que clairement il se trompe. On va parler de tout cela en détail dans la partie de l'analyse macroéconomique et aujourd'hui on va se concentrer, en fait dans cette section on va se concentrer uniquement sur l'analyse technique. Mais vu que je parle d'analyse technique, je parle naturellement de la psychologie humaine, de la psychologie des marchés et comment le trader ou l'investisseur doit faire face à cette psychologie des marchés qui n'est pas toujours rationnelle. Même plus exactement, elle n'est jamais rationnelle. Le marché n'est jamais rationnel malgré que certains pensent le contraire. En fait, le marché il est toujours soit dans un délire euphorique, soit dans un délire dépressif. Donc il est très très rarement se trouve proche à l'équilibre logique où la valorisation représente plus ou moins l'ensemble des fondamentaux. Pourtant, tous les modèles qui se basent sur les marchés efficients, ils disent le contraire, au contraire, que le marché se retrouve toujours en équilibre. Moi, je suis en désaccord très fort, je peux l'argumenter sans aucun problème pourquoi ces personnes qui pensent de cette manière-là ont tort, parce que pour moi, le marché, il n'est jamais un équilibre, il est toujours en déséquilibre. Après, l'ampleur de ce déséquilibre, ça, c'est une chose autour de laquelle on peut avoir différents avis. Et cette vidéo, je trouve qu'elle sera particulièrement intéressante parce que nous sommes arrivés au stade où le déséquilibre est trop important. Il est trop important pour qu'on reste investi, ou bien même on peut justifier des positions short. Voilà, donc là, je vais vous parler de tout cela en détail. Voilà, donc si je reviens sur l'analyse technique, donc c'est vrai que nous nous rapprochons à notre niveau, en fait notre niveau qu'on a cassé il y a 15 jours, et du coup qui est devenu la résistance. Ça c'est la base de la théorie de l'analyse technique. Et actuellement, quand j'enregistre cette vidéo, nous sommes en train de tester exactement cette résistance. Regardez que je trouve que quand même mon modèle il n'est pas trop mal parce que on voit à chaque fois les confirmations que autour des niveaux que moi j'ai identifiés sur S&P 500, le marché se comporte de manière très très indécise. Et donc là, on le voit à nouveau. Donc là, on était très indécis quand on a attaqué cette résistance. Maintenant, cette résistance, elle est cassée, elle est devenue support. Et maintenant, on attaque le support pour revenir dans ce modèle. Franchement, si on revient dans ce modèle et on continue la correction vers 3400 sur S&P 500, cette partie, ces 2 semaines qui vont rester un petit peu dans ma tête avec une grande point d'interrogation parce que moi je comprends pas comment on pouvait sortir, sous quel prétexte on pouvait sortir dedans, s'il y avait par exemple un phénomène très particulier, bon je sais pas, une guerre ou quelque chose, bon guerre ça serait peut-être dans un sens inverse, mais en positif qui est arrivé spontanément de nulle part, peut-être on peut voir une part de ce positif dans les événements autour de la Chine, la réouverture de la Chine, après un certain rapprochement entre la Chine et les États-Unis en termes politiques, mais bon avec tous ces ballons-là qu'on voit maintenant, on ne peut pas nécessairement en parler de manière très certaine. Et j'ai du mal à voir les explications sous quel prétexte nous avons cassé cette résistance. Pour moi, c'était absolument logique que le marché devait se retourner en s'approchant à ces niveaux. Ça, ce n'est pas passé comme ça, tant pis, tant mieux, j'en sais rien, je n'étais pas positionné dans ce sens, je n'ai pas pris des positions short autour de ces niveaux, et heureusement qu'on peut le voir maintenant. Mais maintenant, si on casse cette résistance, ce support, excusez-moi, donc je pense qu'on devrait visiblement entamer la suite de la chute. Bon, à voir, à voir. Donc là, je vais rien dire. C'est l'avenir qui nous dira comment les marchés vont se comporter. Maintenant, je vais regarder les autres indices. Au niveau du Nasdaq, on voit l'image qui est très similaire avec l'ampleur plus importante parce que c'est l'indice plus volatile. On est encore loin de la ligne de support.
Donc on a quand même encore pas mal de chemin à faire pour rejoindre ce support. Je pense pas, franchement, que il va suivre le même algorithme que S&P 500 dans ce contexte. Parce que aujourd'hui, le Nasdaq, où il y a une composante technologique qui est plus importante, il bénéficie de peut-être du hype qui est temporaire. Je pense que ce hype sera temporaire sur l'intelligence artificielle et tout ce qui tourne autour de ChatGPT. Mais en revanche, ça affecte les grosses capitalisations, notamment les GAFAM. En fait, les grosses capitalisations sont toutes positionnées sur l'intelligence artificielle, et Amazon, et Google, et Microsoft surtout, et Apple, ils sont tous dans l'intelligence artificielle, mais par contre, il y en a aussi d'autres valeurs qui peuvent tirer Nasdaq vers le haut. Bon, évidemment, le poids des GAFAM va rester toujours dominant dans S&P comme dans Nasdaq, mais Nasdaq, il peut profiter davantage de cette traction des valeurs technologiques et des valeurs de semi-conducteurs qui sont exposées sur le thématique de l'intelligence artificielle. Bon, je ne sais pas si ça peut tourner la tendance, dites-moi ça dans les commentaires si vous pensez que l'ensemble des valeurs qui sont exposées sur ce segment peuvent tirer vers le haut et créer, on va dire, une déviation entre les deux principaux indices américains. Je doute quand même, mais en tout cas, pour Nasdaq, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour rejoindre le modèle correctionnel que j'utilisais l'année dernière. Sur le CAC 40, je suis positionné, mes amis, je suis positionné légèrement short. J'ai présenté ma position dans la vidéo du trade du mois, c'était quoi, il y a 15 jours, n'est-ce pas? Bon, le temps passe vite. Et j'ai expliqué comment j'ai structuré mon trade sur le CAC 40. C'est assez, bon, c'est pas complexe, mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec des options, ça peut paraître un peu compliqué. Grosso modo, ma vision sur le CAC 40, qu'il ne va pas passer le niveau de 7300 points. Bon, quand je le dis, au moment quand j'enregistre cette vidéo, il a déjà dépassé ce niveau. Mais bon, évidemment, mes options n'expirent pas demain. Je dis, en fait, c'est ça ma position principale, que on ne va pas rester à ce niveau-là longtemps. Surtout, on va pas le casser et on va repartir à la baisse. Je ne dis pas que le CAC 40 va s'effondrer. Vous savez, les options, ils ont une magie qu'elles permettent d'implémenter votre vision vraiment à la lettre. Donc vraiment littéralement ce que vous pensez sur le marché. Donc en fait, ma vision sur le marché du CAC 40, c'est que actuellement, avec la guerre en Ukraine, avec tous les problèmes que nous allons discuter dans la partie macro, on ne peut pas déjà justifier ces niveaux-là. Donc on ne peut pas pricer les actifs européens comme au moment avant la guerre en Ukraine. Et même mis à part la guerre en Ukraine, il y a plein de choses qui se sont passées. Souvent, ce sont des choses qui sont liées à cette guerre, mais pas que. Donc du coup, on a beaucoup de phénomènes qui affectent aujourd'hui l'Europe. L'Europe, elle est vraiment très faible. Et donc du coup, expliquer pourquoi les marchés doivent aller vraiment faire les plus hauts historiques, pour moi, ça n'est pas du tout logique. Et donc du coup, moi, je parie que on va pas passer ces niveaux-là, on va revenir plus bas. Mais je ne m'attends pas, dans les circonstances actuelles, vu que CAC 40 elle est énormément exposée value, luxe, donc elle a vraiment beaucoup de valeurs de l'ancienne industrie qui pèse énormément sur le CAC 40, je ne pense pas qu'il y aura un effondrement. Donc du coup, il ne faut pas croire et après me dire aussi dans les commentaires que ah Pavel, tu peux te shorter, est-ce que tu perds de l'argent? Bon, évidemment, s'il va monter maintenant significativement au-delà de 7300 points, je vais perdre une certaine somme. Je connais en avance exactement cette somme, combien elle sera. Donc du coup, avec les options, vous avez le contrôle à 100% sur votre perte maximale, contrairement aux autres instruments, notamment les futurs, notamment les ETF. Parce que avec les futurs, les ETF, vous avez toujours le risque overnight, ce qu'on appelle. Donc par exemple, si le marché est fermé, il se rouvre et pendant cette fermeture de marché, il y a eu un événement majeur, donc vous allez perdre énormément d'argent. Avec des options, vous n'avez pas ce problème, donc vous dormez absolument tranquille. Et moi, je dors absolument tranquille parce que je sais que combien je vais perdre si mon scénario ne se réalise pas. Et cette perte, évidemment, il rentre dans ma gestion de risque, il me convient. Du coup, j'accepte cette perte potentiellement. Voilà, donc du coup, moi, je pense que CAC 40 ne va pas chuter, mais il ne va pas monter non plus. Je pense qu'il va se corriger légèrement. Voilà, c'est ça ma position.
Pour l'instant, le marché ne me donne pas raison, mais peu importe, on est toujours exactement dans la fourchette qu'on n'était pas censé dépasser. J'ai pris une position un petit peu en avance, j'aurais pu attendre, mais au risque de que ça rechute tout de suite avant d'arriver à ce niveau-là. Bon, finalement, ok, CAC 40, elle est arrivée à mon niveau cible, à ma résistance qui, selon moi, elle ne va pas pouvoir traverser. Et maintenant, c'est juste l'enjeu qu'il ne la traverse pas, et si c'est là où je vais gagnant ou je vais être perdant. Voilà, sur le CAC 40, ça change pas. En fait, ma position est la même, donc je fais plus de trading des niveaux, de point de vue technique, et je reste plus ou moins cohérent par rapport à ce que je disais la semaine dernière. Et là maintenant, mes amis, on va passer directement sur la partie macro fondamentale. On va aller un peu plus vite parce qu'il faut parler de la POA, il faut parler aussi de ma stratégie, donc on a beaucoup de sujets aujourd'hui. Pour la macro, c'est parti. Bon, mes amis, cette semaine, j'avais l'impression que le bureau des statistiques américain, il se moquait de Jerome Powell de la Réserve fédérale et de tous ces analystes qui ont anticipé le pivot, fin de l'inflation ou même le ralentissement de l'inflation, parce que littéralement, toutes les statistiques qui ont été publiées étaient dans le sens inflationniste. Donc évidemment, la première statistique la plus importante, c'est le CPI, en gros c'est l'inflation aux États-Unis, les Consumer Price Index, on ne peut pas être plus exact dans le cœur du sujet de l'inflation. Donc, les statistiques, quand on les regarde, paraissent d'être très proches au consensus des analystes, n'est-ce pas? Donc du coup, ça ne choque pas. Normalement, les marchés ne devraient pas réagir là-dessus. Mais n'oubliez pas que les marchés, comme je viens de vous dire, c'est une bête qui est très émotionnelle. Donc, vu qu'elle est émotionnelle, forcément, il s'attendait plus. N'oubliez pas que nous partons d'une base extrêmement élevée au niveau de l'inflation, au niveau des prix actuels. Donc à la fois les deux se coïncident, parce que le niveau des prix il est stratosphérique, de façon que certains analystes économiques ils parlent que le consommateur ne peut plus se permettre certains produits, et ça peut ouvrir la voie vers une crise vraiment gravissime, une crise vraiment qui est comparable par rapport aux grandes crises dans l'histoire économique mondiale. Parce que quand les prix, de point de vue de équilibre offre-la-demande, atteignent un certain niveau que une grande partie de la population ne peut plus se permettre, c'est un gros problème. Après, ça révèle tous les débats presque philosophiques sur le socialisme, sur le capitalisme, sur les répartitions de richesses, qui sont ces personnes qui peuvent se permettre, s'il y a un équilibre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'achète, et s'il y a d'autres qui ne peuvent pas se racheter, donc du coup, la question naturelle qui arrive sur l'esprit, c'est que est-ce qu'il y a l'égalité des revenus, de pouvoir d'achat, etc., etc. Donc évidemment, c'est hors de sujet pour la chaîne Mind du Cash, mais ce sont des sujets qui sont importants pour anticiper les grandes crises, parce que les grandes crises arrivent malheureusement, et nous allons tous passer par ces périodes très difficiles sur l'économie et sur les marchés. Dans un article sur lequel je travaille actuellement, que je n'ai pas encore malheureusement fini, où je voulais justement vous présenter les scénarios d'une prochaine grande crise, un des phénomènes que moi je pense peut effectivement servir dans trigger de cette vraiment grande crise, c'est les inégalités. Et quand nous arrivons au stade où certaines personnes peuvent se permettre de payer ces prix, et d'autres personnes, visiblement, qui sont très nombreux, ne le peuvent pas, et s'il s'agit en plus maintenant des produits de consommation de base, presque, on arrive au stade où vraiment ça devient un petit peu cocktail Molotov, et ça peut exploser à tout moment. Donc je ne dis pas que ça peut exploser la semaine prochaine ou dans un mois, mais par contre ça crée vraiment des conditions favorables pour avoir des problèmes plus profonds. Donc réfléchissez ça bien, on peut en discuter dans les commentaires avec un grand plaisir, c'est un sujet d'ailleurs qui m'intéresse, parce que ça touche un petit peu à la politique, philosophie, sociale, etc. Donc c'est quand même assez riche comme sujet. Mais si je reviens vraiment au sujet boursier, c'est que le CPI aujourd'hui, il nous montre que nous arrivons à la fois sur les deux phénomènes, du niveau de prix et la vitesse avec ces prix augmentent. Parce que même à partir de ces niveaux déjà énormes des prix, la vitesse d'augmentation des prix
et le reste stable sur des niveaux aussi stratosphériques. Donc ça fait vraiment peur. En tout cas, moi, ça fait peur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est que le marché, il est content quand on voit une petite baisse sur l'inflation, donc du coup sur la vitesse de la hausse des prix, il est content. Mais les problèmes, c'est déjà les valeurs absolues. C'est les valeurs, en fait, les prix en elles-mêmes qu'on voit dans les marchés. Même pour moi, mais je suis pas le plus pauvre au monde, ça me fait sauter au plafond parfois. Donc c'est quand même vraiment assez dangereux comme phénomène. Donc CPI, c'était une déception sur les chiffres annualisés et par contre c'était parfaitement en ligne avec les attentes des analystes pour les chiffres pour janvier et par de mois en mois. Bref, le marché s'attendait plus, mais le marché aujourd'hui est dans un état d'esprit particulier, donc il veut absolument monter. Pourquoi? Je n'en sais rien, on peut passer des heures à des heures pour en discuter, mais on vient de voir l'analyse technique, c'est pour ça maintenant je parle d'abord de l'analyse technique et après de le macro. On voit que l'humeur du marché, pour des raisons X ou Y, est vers la hausse. Et donc du coup, le marché interprète toutes les nouvelles comme des nouvelles positives. Mais attention, nous devons rester raisonnables. Parce que c'est notre avenir, c'est notre investissement, ce sont nos actifs à nous. Nous devons comprendre qu'est-ce que nous achetons. Est-ce que nous achetons le rebond de chat mort ou nous achetons un changement d'une tendance de fond. Donc pour moi, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plutôt le chat mort. Donc pour le CPI, on a vu, donc ça c'est en ligne et j'aimerais bien vous partager avec vous une certaine statistique qui va toucher au taux. En fait, on va tout à l'heure voir le 10 ans américain. Donc, je pense qu'on est tous d'accord que la tâche numéro 1 pour Jerome Powell, c'est la lutte contre l'inflation. Il ne le cache pas, il le dit clairement qu'il va foncer, faire tout ce qui est nécessaire, un peu comme Mario Draghi à l'époque avec son bazooka Whatever It Takes. Il dit que Whatever It Takes, il va lutter contre l'inflation. Ça ne doit pas plaire au marché parce que cela veut dire que c'est les restrictions de liquidité sur le marché. Et donc, quand on regarde les statistiques liées à l'inflation, la rapidité avec laquelle l'inflation disparaîtra, elle déterminera le taux jusqu'à lequel la Réserve fédérale pourrait aller dans son programme de restriction monétaire. C'est pour ça que les statistiques de l'inflation sont tellement importantes aujourd'hui à surveiller parce que c'est elles qui définissent le niveau des taux sur les marchés financiers. Et là, je vais vous présenter quelques statistiques que dans le passé, aujourd'hui, le taux directeur de la Réserve fédérale se trouve entre 4,5 et 4,75%. Donc la dernière fois, quand le taux de la Fed était à ce niveau-là, le 10 ans américain il se négociait à 4,7%. Aujourd'hui, c'est 3,7%. Donc du coup, on a 1% de différence, c'est quand même beaucoup. Et la fois encore précédente, c'est le taux à 10 ans, il était, écoutez-moi bien, à 8% avec le même taux directeur. Donc vous voyez à quel point les marchés aujourd'hui sont illogiques. Ils sont illogiques, oui et non, parce qu'ils anticipent que la coupure des taux, en fait la baisse des taux va avoir lieu prochainement et très très agressivement. Est-ce qu'il y a des raisons de croire dans ce scénario? Moi, je pense qu'il n'y en a aucune raison de croire que ça va arriver. Surtout quand on a vu les statistiques de cette semaine que vous voyez sur votre écran. Pour les journées précédentes, je ne veux même pas arrêter là-dessus parce que les journées précédentes, c'était la catastrophique de point de vue des stats. On voit que les ventes au détail, c'était beaucoup pire que prévu. Vous voyez, les analystes s'attendaient à une petite hausse de 0,8%. Finalement, on a eu 2,3%. Sur les retail sales, mois par mois, on a eu 3% au lieu de 1,8%. C'est vraiment de la folie, mais vraiment de la folie. Et pour les statistiques de jeudi, nous avons eu la confirmation que le marché d'emploi, elle explose, elle continue à être très très fort, donc aucune récession pour l'instant aux États-Unis. Et le PPI, c'est Producer Price Index, il était à 0,7 contre les attentes 0,4. Donc toutes les statistiques sont dans le même sens, c'est l'inflation ne ralentit pas. Donc pourquoi les taux s'attendent, que le taux des 10 ans américains s'attend que l'inflation diminue. Et maintenant, on va regarder comment les taux ont réagi, ce qui nous permettra de regarder par la suite, comparer la réaction des marchés. On voit que le 10 ans américain, il a pris quand même énormément. On se retrouve maintenant presque au plus haut de cette année. Donc là, on a touché déjà le seuil de 3,9. Bon, là, on n'est pas loin. Là, on a rebaissé un tout petit peu récemment. Bon, on a quelques jours, quelques heures avant, mais on a quand même sur une tendance haussière très, très claire. Quelle est la conclusion? La conclusion est la suivante. C'est que
Le marché de dette, qui est souvent vu comme un marché plus intelligent, plus raisonnable que le marché d'actions, il est convaincu que, en fait, il a réalisé enfin que la hausse des taux va continuer et il n'y aura aucun pivot en 2023. Donc vous voyez que le marché de dette a déjà réalisé la situation réelle dans l'économie. Pourtant, les bourses, on voit que les bourses, elles n'ont rien réalisé, elles continuent à monter, pour des raisons X ou Y qu'on peut chercher, on peut toujours les trouver, mais ce n'est pas beaucoup d'importance. Voilà, les marchés, ils vivent leur vie, ils font ce qu'ils veulent, là on s'en fiche. On doit avoir vraiment deux façons de réfléchir dans la tête, en tout cas c'est comme ça que moi je fais. C'est les marchés, c'est une chose, et après le monde réel, c'est autre chose. Parfois elles se rapprochent, parfois elles s'éloignent, mais nous restons cohérents, nous analysons les deux. C'est pour ça, dans le café de dimanche, il y a deux rubriques. C'est l'analyse technique pour analyser justement l'émotionnel, le comportemental, qu'est-ce que fait le marché, qu'est-ce que fait la foule, et macro, ce sont les données objectives. Je vous présente les deux, après, c'est à vous de faire le travail de vraiment comment dire, combiner ces informations, comme un peu comme intelligence artificielle, comme ChatGPT, et faire une conclusion qui vous convient, sauf que quand vous allez faire une conclusion, n'oubliez pas qu'il existe les biais psychologiques, les biais de confirmation, pour ne pas faire une conclusion qui va dans le sens de votre portefeuille. Si vous êtes short, de faire que tout va mal, ou bien si vous êtes long, de faire que tout se passe bien. Donc il faut essayer toujours de rester objectif par rapport à la situation réelle. C'est ça uniquement. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, vous savez, moi, j'ai pas droit de conseils, comme d'habitude, je vous le répète. Je vous partage avec vous les différents points que moi je trouve importants pour réussir en bourse. Parce que ça fait un moment que je suis en bourse, je fais des conneries, je fais de belles affaires, et je vous dis, quand je fais des conneries, quelles étaient les raisons pourquoi c'était une connerie. C'est souvent justement les biais de confirmation, parce que dès que je passe un trade, pendant quand je suis short, je commence à me convaincre que ah ouais, non, toutes les choses vont super mal, non, ça va pas, ça va pas. Vous voyez, ici, je dis que ça va pas, par contre, je reste toujours long. Voilà. Et là, nous passons à ma stratégie. Eh bien, mes amis, si vous avez suivi Mind the Cash en 2022, si vous n'êtes pas un nouveau arrivé, ou une nouvelle arrivée, vous savez que j'étais assez pessimiste, mais j'ai préservé mon portefeuille qui était rempli d'actions. Donc, comment ça se marie ensemble, comment ça marche tout simplement, j'ai pris une décision de faire les hedging. Donc, hedging, c'est quoi? C'est de la couverture en français. Donc, ça veut dire que je garde mon portefeuille inchangé. Par contre, j'achète des assurances, en forme d'assurance, pour couvrir mon portefeuille en cas de baisse. Donc, par exemple, j'ai un certain nombre d'actions et j'achète soit une option put, soit, je sais pas, en futur, un short, soit un ETF inversé, pour justement, si jamais le marché commence à se corriger, pour que cette position sur un instrument dérivé, on va dire, mange une moins-value que je vais subir sur le portefeuille principal. Donc ça, c'est le principe du hedging. Ça, c'était mon choix de l'année 2022. Ça marchait plutôt pas trop mal. Je pourrais faire mieux, c'est vrai, parce que ce qui est dommage, en fait, je trouve qu'en 2022, j'avais souvent raison par rapport au constat, en fait, que le marché, parce que vous avez vu le modèle que j'utilise, il était très fonctionnel. En revanche, j'étais pas très bon avec le timing. Donc, parfois, j'étais un peu trop tôt ou bien trop tard, donc bref. Mais en tout cas, j'ai réussi plus ou moins ma stratégie, même si c'était peut-être pas optimal. Cette année, je change un petit peu la stratégie parce que je ne vais plus tellement employer le hedging. Peut-être je vais faire des trades spéculatifs à la baisse, mais ça sera plus vraiment dans l'esprit du trading, de hedging, pardon. Je vais réduire l'exposition de mon portefeuille et je vais réduire de manière dramatique. Vous savez, un de mes principaux scénarios, et je pense que j'en ai parlé plusieurs fois en 2022, c'était le rebond, le fort rebond des marchés sur les espoirs de pivot. D'ailleurs, c'était un des potentielles raisons pour le fort rebond des marchés, pour que on se rapproche à nouveau à des plus hauts historiques sur S&P 500. Maintenant, je crois plus vraiment aux plus hauts historiques, mais en tout cas, on a rebondi déjà pas mal, même si je vois encore du potentiel jusqu'à 4300 points. Je l'ai présenté déjà ce modèle
dans la précédente vidéo, je ne prends aucun pari qu'on va aller jusqu'à 4300 points, mais moi je vois ce niveau comme mon niveau potentiel si l'euphorie continue. L'euphorie peut continuer assez longtemps sur les marchés, malgré les réalités macro, malgré les fondamentales, tout ça. Donc les marchés, encore une fois, ils vivent leur vie, il ne faut pas toujours chercher des raisons pourquoi elles montent, pourquoi elles baissent. Moi j'attendais ce rebond pour vraiment décharger mes positions. Pourquoi je veux décharger mes positions? Parce que je vois quand même des gros risques à l'horizon. Je ne sais pas quel est l'horizon, je ne connais pas le timing, personne ne le connaît. Celui qui vous dit qu'il connaît le timing, c'est un menteur, c'est un charlatan. Moi, je ne suis pas charlatan, je vous dis clairement que je ne connais pas ce timing, mais je vois les problèmes. Ces problèmes, ce qui est encore plus grave, sont impossibles à résoudre. Ce sont les problèmes de dette, c'est tous les sujets que je vais exposer dans l'article sur le grand crack boursier potentiel que je vais poster sur mindcash.fr. Pour l'instant, je n'ai pas encore terminé, je prends mon temps, de toute manière, j'espère que ça ne va pas arriver demain, donc du coup, j'ai le temps pour le faire. Et je vais vous expliquer pourquoi moi je suis à long terme, on va dire, je suis assez négatif, parce que nous devons voir vraiment une grosse chute des marchés. Je ne dis pas que cet allègement de portefeuille, il est vraiment dans l'esprit pour se préparer à une grande dépression, mais en effet, et je l'admets à 100%, que je deviens de plus en plus frileux. Quand je regarde les marchés, quand je regarde comment ça se passe, je ne m'attendais pas à la guerre en Ukraine, je ne m'attendais pas à l'explosion des prix de l'énergie, qui ont par la suite provoqué l'explosion de l'inflation. Tout cela, je ne m'attendais pas. Et ce sont des phénomènes accélérateurs des mauvaises processus en fait dans l'économie, dans la macro globale. Donc du coup, je commence à être très méfiant. J'aimerais bien structurer mon portefeuille un petit peu différemment et je voudrais solder mes positions, pas nécessairement tout, je vais quand même garder les valeurs de fonds de portefeuille, la catégorie A, pour les bons prix. Et les prix que je vois actuellement sur le marché sont très souvent bons et je n'hésite pas de prendre les profits quand je vois que le potentiel est peut-être épuisé. Et soit je fais du arbitrage sur des valeurs où je vois un peu plus de potentiel, un peu moins risqué, et ou bien je vends tout simplement pour sortir dans le cash. Donc du coup, ma stratégie pour cette année, bon, je sais pas combien de temps ça va prendre parce que je prends mon temps. Encore une fois, j'ai pas l'objectif de tout vendre vite fait, machin, non. Je prends mon temps et dès qu'il y a une opportunité de solder quelques positions se présente, je le fais. Je n'hésite pas, je ne réfléchis pas trop, je le fais. Si je vais m'amuser à me fixer des objectifs un peu à la con pour la fin d'année, je vais dire que j'aimerais bien être exposé entre 30 et 40% sur la bourse avec mon portefeuille et le reste avoir dans le cash ou bien dans les actifs d'une nature un peu différente, un petit peu plus protectrice. Mais c'est vrai que tout peut changer en fait. Peut-être des phénomènes négatifs vont accélérer. S'ils vont accélérer, dans ce cas-là, je serai obligé de vendre plus vite. Peut-être je vais être entre 20 et 30%. Et vous voyez, je reste toujours encore une fois dans cet esprit. Et si je me trompe, alors je dis, ok, je suis très négatif, mais peut-être tout va être super bien. Peut-être, je ne sais pas, il y aura un nouveau président de la Fed, de la Banque Centrale Européenne, je sais rien, qui est un vrai génie. Il va tout restructurer, faire repartir l'économie de manière super saine, j'en sais rien. Je ne suis pas un banquier central, je ne suis pas un grand économiste, j'ai juste quelques connaissances qui me permettent de faire des alertes, faire des milestones. Vous savez, pour être trader, il ne faut pas être une grande tête, en fait, il faut juste voir la réalité, avoir une certaine base, savoir comment profiter des différents phénomènes, savoir utiliser les instruments, notamment par exemple les options, ils ont complètement changé ma vie. Et voilà, et donc du coup c'est tout. Après, tout expliquer pourquoi, faire des anticipations, des forecasting, etc. Ça c'est pas moi, c'est pas mon boulot. Mon boulot c'est juste de voir, voilà, mes amis, je vois, l'inflation elle est là, la dette elle est énorme. On peut plus monter les taux parce qu'après ça va faire exploser les prêts bancaires, les prêts à taux variables aux États-Unis. Ça va faire chuter les marchés de dette. Si les marchés de dette chutent, tout le monde entier chute. Donc vous voyez, quelles sont les solutions que la Fed peut nous proposer? Moi je vois aucune. Qu'est-ce que vous voyez comme solution? Dites-moi dans les commentaires, ça, je suis intéressé. Les QI, apparemment, je pensais avant, il y a 1 an et demi à peu près, que les QI vont être éternellement, ou bien pour très longtemps. Mais aujourd'hui, on voit qu'à cause de la guerre en Ukraine, en grande partie, avec l'inflation, les QI s'éniettent, en fait, on ne peut plus les faire. Et donc si on ne peut plus les faire, dans ce cas-là, comment on va maintenant sauver l'économie? C'est une question intéressante à se poser, parce que, franchement, nous sommes un petit peu dans une impasse.
C'est une impasse, je sais que c'est une impasse un peu voulue, parce qu'on n'a pas voulu résoudre les problèmes, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, j'en sais rien. Mais on a fait ce choix après la crise des subprimes. On a commencé à imprimer de l'argent. C'est vrai que ça a permis de gagner du temps, mais après quoi? Si au même temps il aurait eu des réformes, le vrai travail de fond de côté politicien, économiste, pour résoudre les problèmes, on va dire, macroéconomiques et pour assainir les bilans des banques, des États, etc. Non, mais ça n'a pas été fait. Bon, pour certaines banques, bah, d'ailleurs américaines aussi, ça a été fait en partie, mais finalement, nous sommes sur le même point qu'on était après la crise de subprime, sauf que maintenant, on sait l'imprimer de l'argent, quoi. C'est tout. En fait, en gros, c'est ça. Voilà, donc du coup, c'est ça ma stratégie. Donc ma stratégie sera pas vraiment bearish, parce que je ne vais pas nécessairement être short sur le marché, mais je vais progressivement alléger mon portefeuille principal. N'oubliez pas que j'ai aussi 3 portefeuilles ouverts sur mindthecash.fr. Sur ces portefeuilles, moi je vais continuer à implémenter le buy and hold, plus ou moins. Donc la stratégie très passive, donc ne vous inquiétez pas. Bon, pour ceux qui regardent mes portefeuilles ouverts pour éventuellement avoir des idées d'investissement, parce que bon, encore une fois, je vous précise que j'ai pas le droit de donner de conseils d'investissement, je fais des erreurs souvent, donc c'est à vous d'analyser, mais en tout cas, les portefeuilles modèles, je présente une manière de gérer un portefeuille à long terme. Donc je pense que toujours la stratégie la plus passive, quand vous restez investi systématiquement, régulier, organisé, ça va toujours marcher parce que vous allez moyenner vos cours. Donc si vous suivez cette stratégie, continuez de le faire. Et moi, je vais continuer d'accompagner ces personnes avec des portefeuilles ouverts sur mindthecash.fr. Mais pour mon portefeuille personnel, parce que moi je suis quand même trader, j'ai quand même des émotions, vous savez, je suis plus, c'est un peu mon métier, mon jeu principal, et je vais quand même passer dans cette stratégie plutôt hors marché. Voilà. Voilà mes amis, donc et en parlant des portefeuilles ouverts, maintenant nous allons passer au sujet principal de cette vidéo, c'est le POA mes amis. Et pour POA je vais séparer une vidéo à part, donc là j'enchaîne avec Café de Dimanche, mais il y aura une vidéo à part que je vais postuler durant la semaine prochaine, parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop les vidéos longues et pourtant, ils sont très intéressés par le PEA parce que c'est le contexte dans lequel ils investissent en bourse. Voilà, dans tous les cas, c'est parti pour le PEA. Voilà mes amis, maintenant on va parler de PEA, des actions françaises. Je vais vous présenter mon portefeuille PEA que vous pouvez accéder sur le site mindthecash.fr et je vais vous montrer quelles sont les positions que j'ai soldées ce mois-ci et quelle est la position que j'ai renforcée. Vous voyez, malgré ma vision bearish sur les marchés, je continue quand même de renforcer certaines lignes, mais ce sont des lignes très particulières. Vous allez voir tout ça et on commence. N'oubliez pas s'il vous plaît, mettre en like si ça vous intéresse les vidéos PEA, sinon je ne vais pas les faire si vous ne mettez pas en like. Pour moi, c'est super important. C'est gratuit pour vous, c'est juste un clic. Pour moi, c'est vraiment une véritable aide dans le développement de cette chaîne. Je vous rappelle rapidement comment accéder les portefeuilles ouverts que je présente sur le site mindthecash.fr. Donc, c'est la rubrique portefeuille. Vous ouvrez. Dedans, vous avez l'accès aux 3 portefeuilles PEA, rentier, tranquille biche. Je rappelle très rapidement de quoi il s'agit. PEA, c'est clair, c'est le sujet de cette vidéo. Rentier, c'est ceux qui cherchent les dividendes. Et le portefeuille tranquille biche, c'est le portefeuille pour ceux qui ne veulent pas prendre du risque. C'est vraiment les bons pères de famille. D'ailleurs, ce sont des très belles performances que je fais actuellement dans ce portefeuille. Par contre, je n'investis pas nécessairement tous les mois, donc c'est une stratégie un peu très particulière, très orientée à la sécurité. Donc du coup, vous cliquez sur ce portefeuille, j'ai un petit nouveau feature qui est maintenant disponible sur le site parce que je fais l'historisation. Avant, je faisais juste la mise à jour, la dernière mise à jour. Le mois principal apparaît dans une grande carré et en dessous, vous avez les mois précédents. Voilà, maintenant nous allons continuer à le regarder. Moi, j'ai fait le suivi de mon portefeuille sur Guru Focus. J'ai dû reprendre cet abonnement qui est hors de prix. La première chose la plus importante, ma plus grosse pondération que j'ai soldée, mes amis, ce mois-ci, c'est ST Micro. Et ST Micro, il a fait un superbe parcours. On va le voir tout de suite.
Et j'ai encaissé le gain de 46,9%. Donc ça, c'est déjà pas mal, je trouve, que pour clôturer la position. Pourquoi je l'ai clôturé? Donc là, on voit ça tout de suite. Voilà, et ceux qui doutent que l'analyse technique, c'est quand même quelque chose d'utile, vous pouvez voir que dès qu'on arrive à une résistance majeure, et là, les niveaux actuels pour ST Micro, c'est résistance majeure, ce sont des niveaux que nous avons vus en novembre 2021. Et donc là, on voit que tout de suite, il y a des figures de hésitation. Vous allez voir des doji de partout. Doji, vous savez, c'est une figure, c'est une bougie japonaise à 100 corps, en fait, quand il y a des ombres, c'est ça, je crois qu'en français, ça s'appelle, et le tout petit corps, donc on voit qu'en forme horizontale, ça veut dire qu'il y a une hésitation. Ça ne va pas nécessairement dire que ça va tout de suite rechuter après, mais quand nous regardons les RSI, et les mêmes RSI que nous avons vus ici, donc on était largement en surachat, il est quasiment clair que la direction est uniquement vers la baisse. L'action, elle est belle, l'entreprise, elle est belle, mais par contre, l'image technique n'est pas favorable pour cette action parce qu'elle est surachetée tout simplement. Donc voilà, ça c'est mon avis. Donc évidemment, encore une fois, je vous répète que je n'ai pas le droit de donner des conseils d'investissement. Vous faites comme vous voulez. Si vous croyez à l'action ST Micro, c'est une belle action. Si vous préférez la garder, ne pas prendre le risque de perdre cette belle valeur de votre portefeuille, gardez-le. Ce n'est pas une valeur merdique, excusez-moi pour l'expression. Donc du coup, vous n'allez pas être déçu à long terme. Moi, je ne suis pas très long terme. Moi, je suis plus moyen terme. Donc du coup, j'ai soldé cette ligne en profitant d'une belle plus-value que je pourrais maintenant encaisser. Et d'ailleurs, je vous montre sur le site Mindcash toutes les positions qui ont été fermées. Donc d'ailleurs, je vais quand même profiter pour me vanter un tout petit peu, mes amis. C'est bien parfois de le faire, que bon, je trouve que je suis assez honnête, contrairement à certains autres youtubeurs, voilà, donc c'est dans ce portefeuille, toutes sont ces positions que j'ai fermées. Voilà, ST Micro, 46,9%. Les autres positions que je fermais, c'était top. En mois et demi, Thermador 30%, Total Energy, Rubis, Alten. Donc on a eu vraiment de très très beaux parcours avec le portefeuille PEA. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-nous sur mindcash.fr pour avoir l'accès au portefeuille. Et en plus, vous pouvez même choisir votre profil si vous êtes investisseur très frileux, vous pouvez suivre Tranquille Biche. Si vous êtes plus agressif, vous pouvez faire PEA, ou bien si vous cherchez les revenus passifs, c'est les dividendes. Voilà. Ensuite, pour le reste, bon, le marché monte. Maintenant, c'est très facile de se vanter pour dire que voilà, ça, la vie est belle. Mais ça monte sur toutes les actions. C'est pas parce que moi, je suis un génie, je fais des super bons choix. Bon, je pourrais le dire, ça serait sympa, mais c'est pas le cas malheureusement. Donc Air Liquide, évidemment, belle valeur avec une belle performance de 20% et demi. Ensuite, L'Oréal. L'Oréal, c'est une candidate à solder. Je pense que je vais peut-être la solder avant attendre la prochaine vidéo du mars sur le PEA. Parce qu'elle est quand même relativement chère, c'est une belle valeur, c'est la catégorie A. Mais par contre, avec déjà une plus-value de 11%, 11,6%, bon, c'est pas fou, mais c'est quand même une valeur de catégorie A. Donc je m'attendais pas à quadrupler ma mise. Donc peut-être c'est le temps de jouer un petit peu de la sécurité, vu le niveau de marché de CAC 40. Vous voyez, c'est pratique de structurer comme ça mes vidéos. Si vous me regardez dans les vidéos de Café de Dimanche, j'ai commencé par l'analyse technique, notamment de CAC 40, et du coup, ça rentre bien dans le contexte de portefeuille PEA. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo Café de Dimanche, si vous n'êtes pas reçu, si vous n'êtes pas sage, vous ne regardez pas mes vidéos de dimanche, et vous allez regarder cette vidéo uniquement pendant la semaine en mode découpé, je disais que je passe quand même assez bearish sur les marchés actuellement, et sur CAC 40 j'attends une correction, même si je ne m'attends pas à une chute phénoménale. J'ai pris une position avec des options sur la correction de CAC 40. C'est pas une position agressive, c'est juste que je parie sur le fait qu'elle ne va pas rester au-dessus de 7300 points. Voilà, c'est ça mon pari, c'est ni plus ni moins, donc c'est pas un pari extrêmement risqué. Voilà, Schneider Electric 18%, mais par contre je garde cette action parce qu'il y a quand même du potentiel. Danone, bon, moins 3,6, mais c'est une valeur assez défensive.
Sanofi 8,9, mais c'est récent, ça c'est sympa parce que là on a acheté il n'y a pas longtemps et c'est une valeur sympathique. Amadeus IT, je pense que ça c'est un vrai sujet parce que c'est les voyages, c'est les réouvertures, c'est une valeur qui était consacrée pendant le Covid. Maintenant nous sommes plus dans le mode normal, les compagnies aériennes reprennent et Amadeus IT, je pense que ça peut être vraiment un changement majeur de la tendance pour cette action. Biomerio, toujours à plombe mes performances, parce que c'est la seule valeur, vous voyez, pondération relativement importante, 1,5% de mon portefeuille, qui a une grosse, 1,4, qui a une grosse moins-value. Les lignes sont triées par le poids dans le portefeuille, donc du coup c'est très important de suivre justement ce que je vous dis toujours, les bases de gestion de risque, il faut bien choisir l'allocation de vos actifs. Donc là, j'alloue mes actifs de préférence à des valeurs où j'ai confiance. Donc du coup, Biomerio, c'est la seule où j'ai plus ou moins une grosse position. Bon, grosse, c'est tout relatif, 1,4% quand même seulement. Et pourtant, il a baissé. Donc Soitec, j'aime pas trop cette valeur. En fait, l'entreprise, elle est juste géniale. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, elle est extrêmement méga chère. Je peux vous montrer justement sur GoFocus quels sont les ratios de Soitec. C'est vraiment impressionnant. Voilà, donc comme vous pouvez voir, Momentum, c'est vraiment presque à zéro là. Donc ça veut dire que c'est pas le moment d'acheter. Et bon, après, sinon, tout le reste, c'est bon. C'est juste. Donc PE ratio 23, forward. Mais d'ailleurs, ici, je trouve qu'ils sont un petit peu améliorés les ratios. Parce que la dernière fois, quand je regardais. Oh, là, je trouve qu'il y a quelque chose qui a changé. Parce que pour moi, c'était toujours une valeur hors de prix. Ah oui, c'est parce que je regardais sur price to sales apparemment. Parce que price to sales, elle a presque à 6. C'est quand même énorme. C'est quoi le price to sales? C'est le nombre d'années de chiffre d'affaires qui compose la market cap. Bon, j'ai expliqué pas très clair, je pense. Donc du coup, je vais refaire. C'est en gros, c'est les sales, en fait, c'est le chiffre d'affaires par an. Et le prix, c'est la valorisation boursière de l'entreprise. Donc, cela veut dire que la valorisation boursière de l'entreprise, combien d'années de chiffre d'affaires ça représente. Donc, du coup, 6 ans de l'année de chiffre d'affaires, c'est beaucoup. Juste pour vous donner une idée pour une référence, parce que tu vois, comment on peut savoir est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu, sans avoir de repères. Par exemple, dans le monde de private equity ou bien dans le monde de start-up, quand vous vendez une entreprise, souvent, elle est vendue, on va dire, entre guillemets, par défaut, avec des simplifications énormes, pour le 2 ans de chiffre d'affaires. Donc pour moi, c'est toujours un benchmark d'une valorisation, on va dire, par défaut d'une entreprise à 2 ans de chiffre d'affaires. Donc ici, on a 6 ans. Voyez, donc est-ce qu'il a du potentiel pour justifier cette valorisation? Je ne sais pas. Bon, sur EV/EBITDA, on est à 14,8, donc c'est pas non plus... Bon, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus fou, hein, pour une valeur comme ça. Forward EV/EBITDA, il est pas cher. C'est vrai que peut-être il faudra que je revienne sur l'analyse de cette entreprise. ROIC 21%, les marges sont bonnes, après les rentabilités sont bonnes également. Ouf, là, ça c'est pas mal. La croissance de tous les chiffres d'affaires de earnings per share, c'est vraiment top. La dette n'est pas énorme, current ratio, il est très bon. Je ne sais pas pourquoi je les considérais toujours comme hors de prix, mais là, comme ça me paraît pas hors de prix, sauf, encore une fois, sauf le price to sales. C'est bien que j'ai regardé. C'est pour ça c'est pratique parfois de revenir sur les valeurs. Rubis, elle est à l'équilibre. Française des jeux, j'ai envie de m'en débarrasser parce que moi j'ai vu cette entreprise comme une défensive, mais elle n'est pas du tout défensive. En fait, elle m'a déçu pendant les crises. Aerofin scientifique. D'ailleurs, c'est une valeur que j'ai recommandée. Je vais vous ouvrir un petit peu dans mes dernières publications pour les sélections de POA, pour ceux qui font partie à des abonnements premium. Eurofin scientifique, c'est toujours une valeur qui me surprend par sa valorisation, justement. Après, elle perd là un peu la prime Covid, ça c'est clair. Et voilà, donc là c'est vrai que parce que là je l'ai recommandé ici, donc du coup là maintenant il est reparti un petit peu à la hausse, mais toujours je trouve que la hausse elle n'est pas énorme en fait. Par rapport à la qualité de la boîte, en fait, on voit que... Bon ok, il a repris combien? Il a repris 8,4. C'est pas énorme, hein, c'est pas énorme par rapport au niveau du CAC 40 actuel. On va regarder pareil, on va regarder comment on a fait pour Soitec. Bon, ici vous voyez donc la profitabilité 10 sur 10. On voit les ratios... forward PE 18. Sur EV/EBITDA, on est à 10. Donc EV/EBITDA, c'est le principal pour moi, parce qu'il tient compte de la dette. Tout ce qui est vers 10, pour moi, c'est vraiment bon marché.
Price to Sales, ici on n'est même pas à 2, donc c'est une entreprise qui n'est pas chère du tout. Elle est rentable, la rentabilité normalement elle est bon, elle est 10% de rentabilité, 15% ROI. Ensuite, Debt, 71%, mais ça c'est normal pour cette activité. Piotrski F-Score, je ne sais pas si ceux qui ne connaissent pas en fait, Piotrski F-Score, il regroupe plusieurs ratios pour donner en seul chiffre une notation quelque part. Et il est à 7, donc 7 sur 9, donc c'est vraiment top, c'est mieux que Solitech tout à l'heure qu'on a vu. Altman Z-Score, c'est la probabilité de la faillite. Tout ce qui est au-dessus de 1,8, donc la probabilité est faible, donc on est à 3,16, donc c'est pas... C'est rien du tout. Interest coverage, 50 fois les intérêts sont couverts par les bénéfices, donc c'est vraiment une entreprise très très bonne. Et la marge brute, elle est bien supérieure à celle de Solitech. Bon, c'est con de comparer les deux parce que ce n'est pas du tout le même secteur, mais vu que ce sont deux entreprises dans lesquelles on a regardé les fondamentaux, je trouve que c'est pas mal. Et là, maintenant, il a fait une énorme correction, mais ça c'était après le Covid parce qu'il y avait une prime Covid énorme. C'est normal que cette prime elle ait disparu. Maintenant, elle s'est stabilisée et on ne s'attend qu'une seule chose, qu'elle reparte à la hausse. Et avec les fondamentaux qu'on voit maintenant, c'est tout à fait normal qu'un jour, cette valeur nous apporte une belle surprise, n'est-ce pas? Après, on rentre vraiment dans les petites lignes dans mon portefeuille. C'est moins de 1%, vous voyez, donc Neoen, c'est le Neoen Voltalia, j'ai acheté ensemble pour une exposition sur des valeurs des énergies renouvelables, mais ce sont des très petites positions, donc 2,8. L'autre, il est en deuxième plus grosse perte. Ensuite, Ipsen, 25%, mais la ligne est trop petite pour que ça soit un gloire, donc c'est pas glorieux, parce que vous voyez, autant pour ST Micro je pourrais me vanter, autant pour Ipsen, ok j'ai fait un bon choix, mais sauf que j'ai pas misé suffisamment, donc ça change rien presque pour moi. Boiron, c'est ma première position, ça me rajeunit pas, en fait c'est le début de notre portefeuille POA, c'est ma première ligne que j'ai pris, 12,7. Depuis longtemps, bon, c'est pas glorieux non plus. Euronext, il y en a beaucoup qui m'ont demandé de l'analyser. Le problème de l'Euronext, comme moi je le souviens, c'est la dette, parce qu'il a acheté Borsa Italia, et depuis, elles prennent un petit peu, parce que là, vous savez, toutes les bourses, ils ont un petit souci, en fait, elles sont sensibles au taux. Vous allez me dire pourquoi, comment ça se passe. En fait, c'est tout simplement parce que ils gagnent de l'argent sur les leviers. En fait, quand on vous propose des produits à levier, ils gagnent de l'argent sur le spread de taux qu'ils vous appliquent par rapport au taux sans risque. Bref, je ne vais pas rentrer en détail. Mais en tout cas, pour eux, les sources des revenus, c'est justement l'écart des taux. Et quand les taux commencent à monter, du coup, leurs produits deviennent plus chers, donc du coup, ils sont moins utilisés, etc., etc. Après, les introductions en bourse, après les frais sur les transactions, la quantité des automates, tout ça. Bon, bref. Tout ça, ça peut paraître quand même assez stable comme secteur, ce qui est vrai. Mais en revanche, la dette peut peser beaucoup, et surtout le fait que les taux d'intérêt ont monté, ça pénalise quand même les potentiels de revenus pour ces valeurs. Et si on regarde l'analyse technique, on a vu le bottom quand même autour de 60 €, donc ça c'était vraiment un beau niveau. Et ensuite, on ne fait que monter. Donc ça, et en plus, on monte avec une pente assez importante. Donc vous voyez, c'est quand même assez joli comme rebond. Mais c'est une valeur quand même relativement tranquille. Donc du coup, il ne faut pas s'attendre qu'elle va faire plus 40% en une journée. C'est pas une biotech. Et là, nous arrivons quand même à des niveaux qui sont assez puissants. Franchement, là, je pense que j'ai déjà communiqué quelque part sur Euronext quand il était très bas. Mais aujourd'hui, je pense que c'est quand même, il a à son prix qui est relativement correct. La même qualité de valeur, donc 71 sur 100 Go Focus Score, c'est le minimum par rapport à ce qu'on a vu pour les sociétés précédentes. Donc ici, on voit les marges qui sont très bonnes. PE ratio qui est faible. Ensuite, EV/EBITDA à 13 et Forward à 11. Donc non, il n'est pas très cher, mais par contre, la dette justement. La dette, 82% des fonds propres. Finalement, c'est pas si fou que ça, mais par contre, l'interest coverage, regardez, 12,6, vous vous souvenez, pour Eurofins Scientifique, on a vu, elle était à 71% de dette par rapport à leurs fonds propres, mais coverage était 54 fois. Ici, il est seulement 12. 12, ça commence à être déjà plus fragile, parce que bon, ça, c'est pas en défaut, mais quand même, c'est dommage. Vous voyez, Altman Z-Score, c'est ça que ça explique. C'est pour ça qu'elle est un peu sous-valorisée, et il vous paraît souvent sous-valorisé. C'est pour ça que vous m'avez demandé sur Telegram de l'analyser, j'imagine.
Bah justement parce que ça ne va pas dire qu'il va faire faillite, mais sa situation, elle n'est pas saine. Quand on regarde Altman Z-Score, je vous ai dit tout à l'heure que 1,8 c'est le seuil du risque, donc tout ce qui est au-dessus, c'est aucune chance de faillite. Tout ce qui est en dessous, il faut voir, on est à 0,6, on est quand même loin. Donc ça veut dire que je pense que c'est lié justement à la dette et la couverture de cette dette par le résultat. Moi je rentre pas pour l'instant, donc moi ça m'intéresse pas. Je regarderai peut-être plus CIMI parce que j'ai plus les bourses des futurs que les bourses d'actions. En tout cas voilà, donc là je vous ai donné mon avis, j'espère que ça va vous servir. Voltalia c'est pareil, donc ça c'était une exposition sur les renouvelables. Euronext on a vu. Voilà, Calray, mes amis. Ça, c'est une action que j'ai renforcée. Voilà. Calray, c'est un spécialiste des semi-conducteurs avec du Edge Computing. Edge Computing, c'est quoi? C'est le calcul... Bon, c'est un peu difficile à expliquer parce que c'est le calcul proche de l'élément qui déclenche l'action. Donc en gros, par exemple, vous pouvez avoir un processeur qui est centralisé, par exemple, sur un serveur quelque part à distance, ou bien vous avez les petits appareils qui sont vraiment embarqués sur un gadget. Et donc du coup, ça, c'est Edge Computing, c'est vraiment proche à cet appareil de client final, voilà. Donc je ne veux pas rentrer trop dans les sujets geeks, en fait, je fais déjà une vidéo, d'ailleurs, je pense que dans l'intelligence artificielle, je parlais de tout ça. Des accélérateurs graphiques, de tout ça, donc j'ai mis ma casquette d'un informaticien. Calray, c'est vraiment Edge Computing qui est très important aussi pour tout ce qui est intelligence artificielle. Et c'est pour ça que je me suis exposé un petit peu sur cette valeur. Et c'est vrai, je l'ai fait parce que mon exposition d'avant, c'était 0,4% de portefeuille. C'est comme si je ne l'avais pas presque dans le portefeuille. Et maintenant, cette valeur, elle prend 0,8%. C'est déjà quelque chose de plus significatif. Et je trouve que Calray, il est quand même un peu survendu. Et vu qu'il y a du hype montant dans ce secteur, on peut espérer que il voit la deuxième vie, quoi. Par contre, je vous fais tout de suite et un gros disclaimer. À part ceux que je n'ai pas le droit de donner de conseils d'investissement, etc. Ici, c'est particulièrement dangereux, Calray, parce qu'il est illiquide. C'est-à-dire que quand vous allez passer un ordre, l'écart entre le bid et ask va être énorme, et surtout si vous passez un ordre au marché, vous allez vous faire allumer, ça c'est quasiment certain. Donc du coup, soit vous faites accompagner par quelqu'un qui est plus expert, soit vous rejoignez nous sur Telegram, je vais essayer d'apporter mon expertise, ou bien les autres personnes vont vous aider. Il faut toujours passer les ordres limites quand vous passez ce genre de choses, pour ne pas se faire exploser. Si vous passez un ordre de montant plus important, je ne le conseille pas, parce qu'il faut garder une exposition minimale sur cette valeur, parce qu'elle est quand même très volatile, et bah justement dû à la liquidité faible, elle est volatile. Et bien, il faut faire quand même beaucoup attention sur le passage d'ordre en lui-même. Si l'ordre est plus important, même 1000 € pour cette valeur, c'est déjà important, il peut avoir des exécutions partielles. Donc par exemple, il veut les exécuter d'abord 200, après encore 200, parce qu'en fait le carnet d'ordre, vous allez voir, il n'est pas énorme. Et d'ailleurs, en fait, c'est un peu con, mais c'est quand je vais faire cette vidéo, maintenant, bon, il y a certainement des personnes qui vont vouloir l'acheter. Ça va faire monter le cours artificiellement, mais ça va être un espèce de dumping que je fais avec ma chaîne, presque. Ça peut arriver, vous savez, sur des petites valeurs, c'est pour ça que je suis un peu méfiant de parler de certaines valeurs. Quand je fais des vidéos d'analyse d'entreprise, je vous dis qu'il faut que cette valeur soit liquide, il faut que ce soit une grosse valeur. Parce que si j'en parle, bon, on n'a pas une énorme communauté, mais on est quand même assez nombreux. Ici, il suffit d'avoir genre quelques dizaines de personnes qui vont commencer à l'acheter, ils vont monter le cours. Et il faut faire attention, vraiment faites attention quand vous passez les ordres sur ces valeurs. C'est vrai que vous pouvez avoir aussi des profits très importants. Parce que si la valeur se développe, s'il devient en mid-cap, etc., donc, il deviendra plus liquide, ça va être un jackpot pour vous. Il faut être dans l'esprit quand même assez... il faut bien gérer le risque, c'est ça que je veux dire. Prenez pas beaucoup, passez des ordres limites. Et bon, en tout cas, rejoignez sur Telegram, je vais essayer d'aider à des personnes qui vont vouloir l'acheter éventuellement Calray. C'est oubliant des valeurs liquides, c'est vraiment une technique assez particulière de les acheter. Il n'y a pas d'option pour ces valeurs-là, donc du coup, si vous perdez tout. Donc, vous pouvez pas vous sécuriser en faisant des options dessus, quoi. Voilà mes amis, c'est tout pour ce bloc POA, j'espère que ça a été utile, j'espère que c'était intéressant de connaître mon avis sur les valeurs françaises, sur le CAC 40, sur ceux que j'ai achetés et sur ceux que j'ai vendus.
Donc j'espère que ça va vous permettre de prendre une décision d'investissement plus sensée, même si je n'ai pas le droit de donner de conseils. Donc n'oubliez pas en like, s'il vous plaît, si vous kiffez quand je parle de PEA et des valeurs françaises notamment. Ça me permettra vraiment de voir votre intérêt par rapport aux différents contenus que je propose sur Mindcash. Et n'oubliez pas que si vous voulez rejoindre Option Invest, c'est cette semaine. Après, les prix seront plus élevés. Je augmente les prix cette semaine. Donc dépêchez-vous. Et rejoignez-moi sur Telegram et sur mindcash.fr. Je serai ravi de vous voir faire partie de notre communauté. Allez, à très bientôt, Mindcash. Bye bye.